Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravie de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série, vous le savez, La famille tout écran, pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans. Et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, on va parler des nouvelles mesures prises par YouTube pour protéger les adolescents. On en parle dans un instant. Et puis on va aussi tenter aujourd'hui d'imaginer un monde où les jeunes femmes seraient non seulement encouragées, c'est important, mais aussi activement soutenues pour exploiter pleinement leur potentiel dans notamment les domaines de l'innovation, de la tech, des sciences ou encore de l'ingénierie. On en parle avec notre invitée Valérie Ferret. Bonjour Valérie. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes la vice-présidente de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes. Ravie de vous retrouver. On vous a eu la saison passée. On va parler de tout ça ensemble dans un instant, juste après le focus. Mais d'abord, on regarde ensemble un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui, vous le savez, nous est proposé par notre partenaire, le Clémy, avec aujourd'hui un focus sur le partage d'images et la responsabilité qui en découle. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photo dénudée, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Aussi. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon, allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi? Allez, autre chose à présent. On va aborder maintenant ensemble le sujet de l'inclusion des femmes dans les domaines de la science, de l'innovation, la technologie, de l'ingénierie ou encore des mathématiques, autrement dit les STEM, parce que si les progrès dans ces secteurs ne cessent de se faire de plus en plus nombreux, les femmes, malheureusement, vous le savez, restent encore largement sous-représentées dans ces carrières et dans ces métiers. On va donc ouvrir le champ des possibles dans un instant avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler en plateau, Valérie Ferret. Je rappelle donc que vous êtes la vice-présidente de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes. J'avais eu la chance de vous recevoir donc la saison passée. On avait parlé justement de tout ce que vous mettiez en place, notamment pour les jeunes filles au sein de chez Dassault, pour l'attrait de ces métiers qui sont encore effectivement trop peu promu, accessible pour ces jeunes filles. Et en fait, vous n'arrêtez pas de faire plein de choses tous les mois. Donc, vous revenez nous en parler. Donc, première question, si vous voulez bien, on va poser le cadre pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément toutes les actions que vous menez chez Dassault. Quelles sont justement ces actions, ces initiatives que vous prenez au sein de l'entreprise pour justement encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à poursuivre des carrières dans ce qu'on appelle les STEM? Alors effectivement, on n'arrête pas, ça c'est vrai. Donc Dassault Systèmes, peut-être pour rappeler, donc on est le premier éditeur de logiciels en France, le second au niveau européen, et on est leader mondial sur notre domaine. Donc on est vraiment un acteur du numérique incontournable. Et effectivement, aujourd'hui, quand on voit dans notre entreprise, donc on a 29% de femmes dans l'entreprise, et au niveau des fonctions techniques, c'est à peu près 22% de femmes qui sont soit dans les fonctions R&D, soit dans les fonctions système d'information.
d'information. Donc on voit qu'on a une proportion de femmes effectivement inférieure dans les fonctions techniques et donc nous multiplions les initiatives. Alors pour accroître la proportion de femmes globalement dans notre entreprise, mais particulièrement bien sûr dans les fonctions techniques. Et au-delà en fait de ces femmes présentes dans notre entreprise, l'enjeu c'est la présence des femmes dans le numérique en général, que ce soit chez nos clients ou bien même dans l'industrie, pour pouvoir développer des stratégies numériques dans l'industrie. Donc ces activités, alors aujourd'hui le programme EDU d'Asso Systèmes, nous déjà, c'est le fait de pouvoir sensibiliser les jeunes aux solutions donc industrielles dans le cadre de leur parcours scolaire. C'est 8 millions de jeunes dans 40 000 écoles partout dans le monde. C'est énorme. En France, c'est à peu près 100 000 étudiants qui, dans le cadre de leur parcours, que ce soit dans une classe de techno, dans un lycée professionnel, dans une filière scientifique, utilisent les solutions d'Asso Systèmes pour commencer à comprendre ce que c'est que on pourrait dire la digitalisation de l'industrie. Alors ces solutions d'Asso, pardon, pour qu'on comprenne bien, à quoi ça ressemble par exemple? Ce sont des logiciels, des plateformes? Alors ça ressemble à de la 3D. Donc pour les jeunes, c'est déjà fantastique, mais c'est de la 3D scientifique. En fait, on dit qu'on est le leader des jumeaux numériques. Aujourd'hui, que ce soit pour faire un avion, pour faire une voiture, pour faire une molécule, pour faire un médicament, vous avez besoin d'une représentation scientifique au moment de la conception, avant que ces produits soient conçus réellement. Et donc, en fait, c'est ce que nous appelons les jumeaux numériques, c'est-à-dire c'est la représentation scientifique exacte dans le numérique de tout produit ou de toute expérience. Et l'enjeu, effectivement, c'est de sensibiliser le plus tôt possible à ces solutions, parce qu'aujourd'hui, il faut réinventer complètement l'industrie. Et donc, on peut d'abord l'imaginer dans le numérique avant de pouvoir la réaliser dans le monde réel. Donc, et vous mettez à disposition... 3D. Oui, c'est ça. Donc, que vous mettez à disposition de ces élèves par le biais de leurs enseignants Tout à fait. dans leurs écoles. Alors, les enseignants, d'ailleurs, connaissent bien, notamment dans les classes de techno, ça va être des marques comme SolidWorks qui permettent vraiment de faire de la modélisation 3D d'une tasse de café, d'un micro, d'une table, de tout ce qui nous entoure, en fait, a été conçu en 3D avant. Et puis après, quand on arrive sur des objets plus complexes, c'est Katia, par exemple, pour les voitures, pour les avions, pour des produits qui sont plus complexes avec des millions de pièces. Donc on commence vraiment assez tôt, les jeunes, c'est dès la 4e, voire même dès la 5e. On a des professeurs champions fantastiques un peu partout, et on a des champions justement de nos solutions qui donc implémentent dans les classes de technologie, et puis après on va jusque dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, donc les 8 millions, c'est, j'ai envie de dire, quasiment de 5 ans jusqu'à la fin des études, jusqu'à des post-docs. Et après, vous les recrutez, ces petits jeunes? Et après, nous les recrutons, et puis surtout, nos clients les recrutent. Parce que chez Dassault Systèmes, c'est 25 000 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, mais surtout, c'est dans l'industrie. Aujourd'hui, on a 300 000 clients, donc les potentiels, ils sont d'autant plus chez nos clients, qui sont tous les grands industriels, et qui essayent également de recruter, bien sûr, des jeunes femmes. Est-ce qu'il y a une pénurie de talents, hommes et femmes confondus, en ce moment, dans ces métiers-là? Oui, il y a une pénurie d'ingénieurs, ça c'est le diagnostic France Ingénierie 2030 qui pose cette pénurie pour la France. On va manquer, dans le cadre du plan stratégique France 2030, à peu près de 20 000 ingénieurs en France. Donc aujourd'hui, on a une pénurie, on le sait, en France, en Europe, aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il faut qu'on adresse massivement cette pénurie en allant chercher des viviers qui ne sont pas bien exploités, qui sont les viviers des jeunes femmes. Parce qu'on pourrait aussi se poser la question de pourquoi justement il y a une pénurie. Est-ce que c'est parce que les métiers de l'innovation, de l'ingénierie, des mathématiques, ça paraît un peu moins fun ou ça paraissait pas forcément très attractif et que justement ce sont par des outils que vous proposez justement à ces élèves que vous avez envie de rendre ça un peu plus sympa, un peu plus... Alors, je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est déjà qu'il y a un recrutement massif. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un accroissement des opportunités. Il y a un accroissement des opportunités, mais il n'y a pas eu un accroissement, finalement, des formations pour pouvoir adresser ce développement des opportunités. Donc c'est pour ça que maintenant, il faut vraiment adresser l'enjeu de la formation pour s'assurer qu'on va avoir de plus en plus de jeunes qui vont vers les filières STEM, donc scientifiques, techniques, mathématiques. Et c'est vrai que ça a plutôt été le courant inverse ces dernières années où il n'y a pas suffisamment de focalisation sur ces filières. Et moi, c'est ce que je dis, il faut changer complètement le narratif. Il faut changer le narratif autour de la technologie, autour de la science en général. Et il faut particulièrement parler des usages et de la finalité des technologies et de la science. Souvent, j'aime bien prendre ce parallèle. Je dis, mais quand on parle des médecins, on ne parle pas des outils qu'ils ont à leur disposition pour faire du soin de patients. Quand on parle d'un médecin, le narratif pour un élève, c'est « je vais soigner des personnes ». Et quand on parle de la techno, on parle de la techno pour la techno. Or, quand on voit aujourd'hui les usages de la techno pour faire de la médecine personnalisée, pour faire de l'innovation durable, donc de l'éco-conception, pour faire des nouvelles villes, pour faire les usages sont vraiment super enthousiasmants et très attractifs. Et donc, il faut qu'on parle plus des usages que la techno pour la techno. Et ça, moi, je trouve que c'est
pour les jeunes femmes, mais en fait pour tous les jeunes. Pour tout le monde. Oui. Alors on va parler des jeunes femmes plus particulièrement, effectivement, parce que je crois que vous travaillez avec plusieurs associations, notamment, j'ai entendu Elle Bouge, Girls Who Code. Qu'est-ce que vous faites avec ces associations? Oui, alors on travaille beaucoup avec le tissu associatif, qui s'est beaucoup développé en France ces dernières années. Et je salue leur action parce que c'est des actions, on voit, qui sont menées avec passion, mais qui doivent passer plus à l'échelle. Et en fait, donc aujourd'hui, oui, on a un partenariat depuis longtemps avec Elle Bouge, avec Girls Who Code, avec Femmes Ingénieurs. Je vais en oublier certaines, je suis sûre. Mais donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que chacune de ces associations, elles adressent finalement une étape du problème. Et cette étape, ça peut être l'étape de la carrière. Donc ça va être plutôt Femmes Ingénieurs. C'est comment est-ce qu'on va aider les femmes ingénieurs, une fois qu'elles sont dans les entreprises, à se développer. Elle Bouge, ça va plutôt être les jeunes filles, et on attire vraiment les jeunes filles vers les métiers scientifiques et techniques. Et puis après, Girls Who Code, c'est sur une problématique très spécifique qui est bien sûr la programmation, le coding. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une mobilisation encore plus d'ampleur, non seulement avec le tissu associatif, les entreprises qui se mobilisent et qui multiplient également les initiatives, et puis bien sûr le gouvernement, puisqu'aujourd'hui tout ce qui est éducation relève bien sûr du politique. Donc il nous faut vraiment une action beaucoup plus collective et plus massive, parce qu'on a un changement de paradigme total à faire. Et il va falloir le faire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors on l'a compris, vous le faites notamment auprès d'associations. Et puis votre objectif, de ce que je vois aussi, c'est de toucher les filles d'où qu'elles viennent, quelle que soit aussi leur attirance pour ces métiers techniques. Dans ce cadre, vous avez lancé une autre très belle initiative portée par Dassault, Campus au féminin, un programme qui expose les collégiennes et lycéennes des zones rurales, notamment au parcours STEM. Ça vous tient à cœur aussi? En fait, je pense que ce qui nous tient à cœur, c'est d'être présent partout où on peut sensibiliser les jeunes femmes à nos métiers. Et donc, ça va effectivement des zones rurales, ça va des quartiers défavorisés, ça va également, et ça c'est plus surprenant, des enfants de nos collaborateurs. Donc ça, c'est assez drôle. Mais oui, parce qu'on se dit, finalement, il y a des biais sociétaux qui sont vraiment très importants et qui renforcent ces mauvaises orientations, enfin ces erreurs, c'est peut-être pas des erreurs, mais enfin en tout cas, cette non-orientation des jeunes filles vers les métiers scientifiques et techniques. Et il y a à peu près 2 ans, on avait mené une étude, on avait fait une vidéo un peu sympa des jeunes filles, donc enfants de nos collaborateurs, sur les métiers qu'elles projetaient faire. Et en fait, c'était assez drôle et en fait, nous, plutôt frustrant de constater que même les jeunes filles, enfants de collaborateurs de Dassault Systèmes, ne se projetaient pas nécessairement en majorité dans des carrières scientifiques, techniques ou d'ingénieurs. C'est fou comme ça. Et on se dit, les biais sont quand même dramatiques. Parce que pour certaines d'entre elles, elles ont 2 parents qui travaillent chez Dassault Systèmes. En général, on a quand même une fierté d'appartenir à cette entreprise parce que c'est un fleuron national. C'est quand même un leader international. Donc, on a une perspective internationale. Les parents en parlent beaucoup. On accueille les enfants sur notre campus. On fait des Kids Day pour les accueillir. Donc, c'est vrai qu'il y a une relation à l'entreprise, je dirais quasiment familiale. Et pourtant, les jeunes filles se voyaient, évidemment, médecins, avocates, biologistes. Mais du coup, c'est dû à quoi si c'est pas familial, parental, ces biais-là? Une fois encore, je pense que c'est sociétal. Ouais. C'est sociétal par rapport à la projection sociétale sur les métiers, où il y a des métiers qui sont très perçus dans l'imaginaire collectif et où le métier d'ingénieur, de technicien, de programmeur reste aujourd'hui assez peu perçu au niveau sociétal. Et en fait, on se rend compte que même avec l'influence des parents, on reste dans une société où finalement, mais que fait un ingénieur? Ou en tout cas, qu'est-ce que c'est? Ça a besoin d'être rendu un petit peu plus concret, en tout cas. Tout à fait. Ce que vous nous dites. Par les usages et la finalité. Parce qu'un ingénieur, c'est autant quelqu'un qui va permettre de faire, une fois encore, un robot pour aider un chirurgien dans son acte chirurgical, que quelqu'un qui fait une voiture. Aujourd'hui, on se dit encore, on associe encore beaucoup l'ingénieur à l'aéronautique, à l'automobile. Et quand on voit le champ des possibles, nous, on couvre l'ensemble des industries. C'est incroyable. Et c'est vrai que du coup, il faut qu'il y ait vraiment une projection, au-delà du métier généraliste, je pense, d'ingénieur, une projection sur les usages. Notamment pour aider les jeunes filles à se dire « mais oui, moi aussi, je peux y aller, je peux embrasser ces carrières-là ». Tout à fait. Valérie, on va continuer à en parler dans un instant, si vous voulez bien. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Valérie Ferret. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes. Et avant de reprendre nos échanges, Valérie, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, on le sait de nos jours, Internet a un impact sur le regard, évidemment, que le jeune public porte sur son apparence. Sensible aux codes esthétiques véhiculés par les réseaux sociaux, les ados sont tout particulièrement aussi susceptibles de développer une image négative d'eux-mêmes. On en parle régulièrement sur le plateau de l'École du Futur et c'est dans ce contexte que la plateforme de vidéo YouTube a annoncé récemment de nouvelles mesures pour protéger les jeunes utilisateurs. Et oui, moins de vidéos qui poussent à la comparaison physique, moins de vidéos qui idéalisent un certain morphotype, moins de vidéos qui promeuvent la violence sociale et l'intimidation. Voilà le tout nouvel objectif de YouTube en Europe, Philippines. YouTube qui met l'accent sur la régulation des recommandations de contenu à l'égard des jeunes utilisateurs. Une mesure déjà en place aux États-Unis depuis quelques temps et que la plateforme vient tout juste d'exporter en Europe. Elle sera couplé à l'ajout de ce que YouTube appelle des panneaux de gestion de situation de crise qui en réalité sont en fait de petites bulles d'information qui apparaîtront lors du visionnage de certaines vidéos dont le contenu est particulièrement sensible, suicide, automutilation, troubles alimentaires, mais aussi certaines recherches en lien avec une crise sanitaire ou des situations de détresse émotionnelle seront concernées par ce dispositif. Alors concrètement, Lisa, ça va servir justement à quoi ces panneaux ? Eh bien, l'idée est de bénéficier d'une assistance en direct grâce à des partenariats noués avec des structures reconnues et adaptées à chaque situation. Concrètement, l'utilisateur verra apparaître à l'écran des informations et les coordonnées d'association. Le panneau, par ailleurs, ne pourra pas être fermé. Et sur certaines thématiques bien spécifiques, YouTube effectuera aussi ce qu'on appelle un premier filtrage en insérant une page de pause entre la recherche et les résultats sur laquelle seront proposées différentes options, y compris celle d'une mise en relation directe avec une association. Alors, c'est pas tout, Lisa, puisque YouTube resserre également la vis du côté du contrôle parental. Oui, YouTube avait déjà introduit la supervision pour les enfants de moins de 13 ans, et ce depuis 2021. Et c'est désormais au tour des adolescents d'être mieux protégés. Et pour ce faire, les parents pourront désormais lier leur compte à celui de leur ado afin de suivre leur activité sur la plateforme. Grâce à des notifications par email, ils auront un aperçu sur les nouveaux téléchargements et diffusions en direct, tandis que le nombre de commentaires, de téléversements et d'abonnements pourront être consultés directement depuis le Family Center. Ça risque de créer quelques discussions au sein des familles, ça. Alors, ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas anodines, vous nous le dites et on le comprend. Elles répondent aussi aux exigences, surtout de nouveaux règlements européens sur la protection des mineurs vis-à-vis des grandes plateformes. YouTube est d'ailleurs visé par une enquête à ce sujet et vous allez nous rappeler les faits en quelques mots, Lisa. Oui, c'était en novembre 2023. La Commission européenne a en effet lancé plusieurs enquêtes contre certaines grandes plateformes, parmi lesquelles YouTube. Objectif, déterminer quelles mesures ont été mises en place pour protéger les mineurs, notamment leur santé mentale et physique. Une enquête ouverte dans le cadre, vous le disiez Philippines, de l'entrée en vigueur fin août 2023 du DSA, le Digital Services Act, la nouvelle législation européenne relative à la modération de contenus illégaux sur les grandes plateformes, ainsi qu'à la transparence entre les dites plateformes et leurs utilisateurs. Alors, il ne s'agit que là de la première étape de la procédure, et cela ne constitue en rien une mise en cause pour le moment. Le dossier est d'ailleurs encore à l'étude à ce jour. En revanche, cela pourrait coûter très cher à YouTube si une ou plusieurs infractions étaient avérées et surtout répétées, puisque les amendes peuvent atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Oui, ça aussi, c'est pas rien, effectivement. C'est un sujet, Valérie, je vous voyais réagir, sur lequel vous agissez aussi, la protection, peut-être pas forcément des jeunes sur Internet, mais en tout cas, je sais que vous agissez sur un certain pan aussi de la population auprès des jeunes, et notamment leur protection en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors effectivement, nous, contrairement à un acteur, on va dire plutôt B2C comme YouTube, nous, on travaille directement avec les écoles. Donc en fait, quand on adresse les jeunes dans l'éducation secondaire, que ce soit les collèges et les lycées, c'est via les écoles. Donc comme ça nous permet effectivement, il faut qu'on se conforme à toutes les règles qui sont mises en place pour la protection des mineurs, pour la protection des données personnelles, pour l'accès au contenu, etc. Donc c'est vrai que c'est très normé et c'est très bien que ce le soit, parce que bien sûr qu'il faut protéger nos jeunes. Bon, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Lisa de Bernard pour cette chronique, et puis on continue ensemble à parler, vous allez le voir, numérique et jeunes femmes, bien sûr, c'est important dans la deuxième partie du talk.
Et nous avons sur ce plateau, ça ne vous aura pas échappé, 2 femmes dans la tech, notamment. Alors, 2 rôles modèles aussi, avec des parcours très variés, très différents. Mais justement, ça me permet, Valérie Ferret, je rappelle que vous êtes la vice-présidente de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes, de parler justement de ce thème des rôles modèles. C'est important, les rôles modèles, pouvoir s'identifier en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, à quelqu'un qui, comme vous, a fait carrière dans la tech, dans l'innovation, dans l'ingénierie. Oui, c'est essentiel, évidemment. Et c'est vrai que moi, je trouve justement que sur l'enjeu des rôles modèles, souvent, on parle de rôles modèles qui sont des rôles modèles hyper exemplaires. Donc, ça va être des femmes qui ont vraiment très bien réussi, que ce soit bien sûr des figures emblématiques ou bien sûr des femmes au niveau de l'entreprise, dans les comités de direction, dans les conseils d'administration. Et c'est vrai qu'il faut qu'on soit exemplaire, ce que je dis une fois encore, à tous les niveaux. Donc moi je crois beaucoup à la technique de diffusion avec différents points de touch point, on va dire. Et donc aujourd'hui chez Dassault Systèmes, on a 40% de femmes dans le comité exécutif. Ça c'est essentiel parce qu'on a eu les quotas, bien sûr, au niveau des conseils d'administration. Donc aujourd'hui, on progresse en France avec la présence des femmes dans les conseils d'administration, mais il faut surtout qu'elles progressent au niveau des comités exécutifs, des comités de direction, dans des rôles opérationnels, parce que ça va inspirer bien sûr les femmes qui sont dans l'entreprise, mais c'est surtout des femmes qui vont souvent avoir un rôle de représentation et donc qui vont être sur vos plateaux, par exemple. Alors moi, je ne suis pas dans le comité de direction, mais ma chef, qui est une femme ingénieure, est aussi souvent sur les plateaux et donc c'est un premier rôle modèle là, de présence dans les médias. Mais également, je trouve, et chez Dassault Systèmes aussi, c'est l'un de nos objectifs clés, nous, c'est le middle management. Et c'est de s'assurer en fait que les postes de management, aujourd'hui, je vous l'ai dit, donc on a 29% de femmes dans l'entreprise, on vise 30% d'ici 2 ans. Et on a aussi également pour objectif d'avoir 30% de femmes dans des postes de management. Notre enjeu, c'est qu'on a autant de pourcentage de femmes dans l'entreprise que dans des postes de management. Et ça, c'est critique parce qu'en fait, c'est des femmes qui vont avoir des plus petites équipes, ça va de 5 personnes jusqu'à, bien sûr, des organisations plus importantes de 100 à 1000 personnes. Mais il n'empêche, c'est souvent ces petites équipes et ces femmes qui ont 5 à 10 personnes qui vont faire le recrutement et qui vont être plus sensibilisées et du coup qui vont changer la donne, une fois encore, plus massivement et de façon plus accélérée. Et puis, qui changent également les méthodes de management. Donc, c'est vrai que moi, je crois beaucoup aux femmes en position de middle management, pas seulement au rôle modèle, parce qu'une fois encore, les rôles modèles, sinon il ne va pas y en avoir assez et donc on ne va pas massifier. Le changement doit se faire effectivement partout et dans toutes les strates de chacune des sociétés. Vous, qui était votre rôle modèle quand vous étiez peut-être plus petite ou même maintenant encore? Est-ce que vous avez... Je vais dire assez basiquement, il était familial, mon rôle modèle. Donc moi, c'était mon arrière-grand-mère qui m'a gardée quand j'étais toute petite, qui venait d'un village de 300 habitants, qui était une des premières femmes à conduire de son village, qui était la première en fait à venir avec une voiture dans son village de 300 habitants dans les Alpes, qui a été une entrepreneuse, alors dans la restauration, pas dans la tech, dans les années 1920. Et puis après, ma grand-mère, ma mère, qui ont toutes été entrepreneuses, en fait. Donc moi, j'ai plutôt un modèle de femme entrepreneuriale, que j'ai cassé d'ailleurs, puisque moi-même, je ne suis pas entrepreneur, vous voyez. Et effectivement, je suis peut-être intrapreneur, donc mais les deux sont très dans bien. l'entreprise. Voilà. Donc moi, c'était vraiment le cercle familial. Et c'est vrai que le cercle familial, on le sait, joue un rôle très important dans l'orientation des jeunes filles. Alors justement, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes femmes, jeunes filles qui peut-être vous regardent là, dans l'émission et qui se disent moi j'aimerais bien faire comme Valérie Ferret? Alors justement, quand je regarde en arrière sur ce qui a été essentiel dans mon orientation, donc moi j'ai fait un bac scientifique parce que à l'époque, et j'ai envie de dire, il faudrait qu'on revienne à une époque comme ça, probablement vous étiez bonne en maths, on vous donnait pas tellement le choix en fait, on vous orientait de façon assez systématique jusqu'en scientifique. Alors on reparlera pas de l'optionnalisation qui n'est plus une optionnalisation mais qui a été catastrophique. On en a parlé la dernière fois, effectivement. Voilà, j'en vois l'autre émission qu'on attendait ensemble. Voilà, et donc aujourd'hui, effectivement, je trouve que une jeune fille, il faut l'encourager à s'orienter en scientifique et que les professeurs jouent leur rôle, que les parents, finalement, jouent un rôle d'accompagnement bienveillant, de dire tu es bonne en maths, donc continue, évidemment, et continue dans les filières scientifiques. Et moi, c'est vrai que donc j'avais une orientation qui me prédisposait à, mais finalement, pourquoi j'ai pas choisi de m'orienter dans une prépa ou dans une école d'ingé? À l'époque, c'était plutôt les prépas qui étaient encore très, très importantes, qui le sont aujourd'hui aussi, c'était parce que j'avais envie d'avoir un impact sociétal. Donc moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, je ne connaissais rien au droit, mais j'avais un narratif et une projection très claire de ce qu'était le métier d'avocat, qui était de défendre les personnes, et j'avais envie d'avoir un impact sur les personnes, un impact sur la société. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dirais aux jeunes filles, c'est si elles veulent avoir un impact sociétal fort, aujourd'hui, plus que jamais,
la science, la technologie, l'industrie sont en train de refaçonner le monde dans lequel on vit. Donc orientez-vous massivement parce que ça va vous permettre de définir le monde dans lequel vous allez vivre. Donc soyez actrice de ce monde dans lequel vous allez vivre, habiter tout ensemble et donc façonnez-le, créez-le grâce aux maths, aux sciences, à la technologie et à l'industrie. Alors justement, cette industrie, elle ne cesse d'évoluer. Aussi, on parle maintenant d'industrie 4.0. Comment vous préparez les jeunes femmes, même au sein de chez Dassault, à ces nouvelles compétences qui, en fait, ne cessent d'évoluer et de changer au fil des semaines, au fil du temps? Oui, alors ça, c'est vrai que ça va être un enjeu majeur. Il y a l'industrie 4.0, mais il y a bien sûr toute l'intelligence artificielle aussi. Donc la vague, moi je dirais quasiment les tsunamis qui nous attendent de transformation avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu des compétences, de toute façon, ce qu'il faut prendre comme postulat, c'est qu'elles vont évoluer très rapidement. Et donc, en fait, on ne sait pas nécessairement toutes les projections qu'on peut faire dans les entreprises avec nos projections compétences ou bien sûr, en plus, quand il s'agit de transformer des programmes d'éducation qui mettent du temps à être transformés. Donc, je pense qu'il faut partir d'un postulat qui est ça va évoluer vite. Maintenant, on ne sait pas nécessairement où on va tout de suite. Ouais. Mais du coup, il faut se préparer sur les moyens. Et donc, sur les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en œuvre des moyens qui nous permettent d'analyser et de préparer des formations rapidement pour pouvoir adresser des enjeux de compétences et de transformation de compétences qui vont être rapides. Et donc, en fait, c'était notre PDG, Bernard Charlès, qui disait ça. Il disait, c'est pas parce qu'on ne peut pas anticiper une crise qu'on ne peut pas s'y préparer. Et l'enjeu, c'est de se préparer effectivement à cette transformation massive de compétences au sein des entreprises, mais également, une fois encore, avec une collaboration très étroite entre les entreprises et les écoles. Moi, ça, c'est quelque chose, et on voit que ça évolue en France, parce qu'il y a quelques années, on se regardait du côté des États-Unis, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font des beaux partenariats au niveau de l'enseignement supérieur? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté des deux côtés de se rapprocher, et c'est très essentiel, de mon point de vue, que ce rapprochement, il soit quasiment, moi j'aime bien dire, intime. C'est-à-dire qu'on perd le même langage. Quand on est dans l'intimité, on se connaît, il y a des choses qui deviennent un peu intuitives, on parle le même langage et on est capable de réagir très rapidement face à une situation. Donc il faut créer cette proximité. Et vous la créez aussi. Dernière question peut-être rapidement, Valérie. Quel rôle vous voyez justement dans les initiatives mondiales? On peut parler de la Journée internationale de la fille ou d'autres dans la promotion justement de l'égalité des chances dans les industries technologiques notamment. Alors justement, sur les Journées internationales, c'est toujours des moments pour mettre en lumière certains sujets. Alors chez Dassault Systèmes, on en fait 3. On fait la Journée internationale de la femme le 8 mars, on fête la Journée de l'environnement le 5 juin et on fête la Journée internationale de la jeune fille le 11 octobre. Et donc, à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille le 11 octobre, donc on va faire venir 100 jeunes filles sur le campus, qui sont des jeunes filles soit de collaborateurs, soit dans leur environnement, pour les sensibiliser sur les pratiques de code et les pratiques également déjà qu'on voit d'intelligence artificielle qui permettent d'assister à la conception. Donc, l'enjeu, effectivement, c'est de multiplier les initiatives, mais une fois encore, de se coordonner dans ces initiatives pour créer un effet d'échelle. Parce que c'est vrai que vous devez recevoir beaucoup d'entreprises ou d'associations. On fait énormément d'initiatives en France et il est temps du coup de créer ce changement de paradigme par une action beaucoup plus collective et très coordonnée. Merci beaucoup en tout cas Valérie Ferret justement de prendre part à ces engagements. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes. Vous êtes toujours la bienvenue puis vous reviendrez sur le plateau nous en parler évidemment. Merci aussi à notre chroniqueuse Lisa de Bernard d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis vous le savez, on se retrouve dès 12h30 et dès demain, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.